Chapitre 5. Le mental physique. Ce mental physique est une extraordinaire découverte. Et pourtant, il va et vient sous notre nez, bourdonne à nos oreilles et régit le moindre de nos gestes. Seulement, on ne s'en aperçoit pas. Ou si l'on s'en aperçoit, on le jette à la porte, tant il est ridicule, ou le noie sous le vacarme de nos nobles pensées, de nos nobles sentiments, et de toutes nos noblesses supérieures qui finissent toutes par crouler, parce que l'on n'a pas tenu compte de ce microscopique énergumène. La plus grande découverte, c'est de découvrir ce qui empêche. Si chaque espèce savait ce qui empêche la prochaine espèce, elle aurait vite fait de bouleverser toutes ses valeurs et de trouver le passage. Seulement, pour cela, il faut se sentir mal à l'aise dans son espèce. Il faut commencer à suffoquer un peu. Tel est notre privilège parmi toutes les petites bêtes qui tournent agréablement en rond dans leur bocal. Si quelques poissons n'avaient commencé d'étouffer dans leur mare desséchée, ils n'auraient jamais inventé la respiration pulmonaire et transformé leurs nageoires en pattes pour faire des amphibiens. Ce mental physique, c'est précisément celui qui nous suffoque, insidieusement, innombrablement et très implacablement. C'est notre cage. C'est la paroi même de notre bocal humain. Nous n'avons pas besoin de mutations extraordinaires pour sortir de notre bocal. Nous avons besoin de suffoquer suffisamment pour trouver le moyen. Peut-être notre espèce arrive-t-elle justement au temps de la suffocation. Nous connaissons au moins la partie supérieure, si l'on peut dire, de ce mental physique. C'est celui qui répète à satiété de microscopiques pensées matérielles, comme une vieille bonne femme qui parle toute seule. Si on ne le pinçait pas, il répéterait pendant des heures sans la moindre fatigue. Tu n'as pas fermé la porte, va donc voir. Comme un disque, alors que l'on sait parfaitement avoir fermé la porte. Il répète tout, le moindre geste, la moindre bribe de phrase, le plus petit trébuchement sur une marche d'escalier. Et il s'en souvient 20 ans après, exactement. C'est une mémoire implacable. C'est infinitésimal, comme une pointe d'aiguille. Ça s'enfonce dans un coin de matière quelconque. Et puis ça trace son sillon, et ça répète à perpétuité. Nous sommes sillonnés de bas en haut, et jusque dans le moindre nerf par cette mécanique, et jusque dans nos cellules. En fait, nous sommes tissés et coiffés par ce mental physique. C'est le grand fixateur. Sans lui, nous oublierons peut-être que nous sommes des hommes à jamais attelés à ce mode de la matière et à la mort. Mais c'est cela son travail justement, nous atteler à la matière. Sa deuxième qualité, que nous connaissons un peu dans ses parties supérieures et visibles, c'est la peur. Il a peur de tout. Attention, tu n'as pas pris ton cache-nez, tu vas t'enrhumer. Attention, si tu vas trop vite, tu vas te casser la jambe. Attention, tu ne peux pas faire ça, sinon tu vas fatiguer ton cœur. Et tu ne peux pas, et tu ne peux pas. C'est un mental qui est plein de « tu ne peux pas ». Même si l'on pouvait, il vous empêcherait de pouvoir. Et c'est pour cela que l'on ne peut pas. En somme, c'est lui qui veille soigneusement sur les limites du bocal. C'est le gardien de la prison. Et puis le docteur a dit. Et puis le professeur a dit. Et puis le Larousse, le garde champêtre, monsieur le curé et le biologiste, par conséquent. Et tout le monde l'a dit, et par conséquent.
C'est le plus grand logicien du monde. Une innombrable, microscopique logique implacable. C'est le plus grand garde champêtre de toutes les espèces. Voyons, tu ne peux pas sortir du bocal. De l'autre côté, ce n'est plus de l'eau matérielle, c'est la mort et le pur esprit des poissons. Et d'abord, ça n'existe pas. Ça ne se nage pas, ça ne se touche pas, et ça ne se voit pas par conséquent. Mais sa logique nous conduit droit au nid cherché, la mort. Tout en là. Ce n'est pas la conservation de l'espèce, non. C'est la conservation de la mort. Il suffit de le suivre un peu dans son microscopique chuchotement. Dès qu'il y a une égratignure. Oh, est-ce que ce n'est pas un empoisonnement? Dès qu'il y a un éternuement à Moscou. Oh, est-ce que ce ne va pas être la guerre? Il prévoit toutes les catastrophes possibles, toutes les maladies possibles, tous les accidents. Et puis surtout, la mort. Ça, il la prévoit depuis le début. Et puis, c'est une maladie, on n'en sort pas. Il faut prendre tant de comprimés, il faut faire. Et il ne faut pas. Nous sommes ligotés de haut en bas, invisiblement, sournoisement et inexorablement. Une sorte de peur de tout engrené dans la matière et qui est comme un souvenir, ou un regret, de l'heureuse inertie tranquille du caillou. La vie, c'est la catastrophe, la menace, le danger. Et la mort, on est enfin tranquille. Et il tisse et secrète sa petite mort à chaque minute, jusqu'à ce qu'il arrive à ses fins. Je vous l'avais bien dit. Et que ferait toute la hiérarchie ecclésiastique s'il n'y avait plus de mort? Et que ferait le biologiste, le philosophe et toute la sainte tribu? Il suffit d'y penser. Ils vivent tous dans la mort. C'est le gardien de la loi de la mort. Qui dit loi, dit mort. De A à Z, oui, c'est l'évangile de la mort. Le suprême exemple du fonctionnement de cet individu. Nous le trouvons dans l'ataxique parkinsonien, animé d'un tremblement incoercible, et qui essaye désespérément de faire un pas en avant, et trébuche, et essaye encore. Tu ne peux pas, tu vois bien, tu ne peux pas marcher, jusqu'à ce que le parkinsonien soit fixé une fois pour toutes. Fixé, c'est son métier. Et alors, on comprend le formidable pouvoir hypnotique de ce mental physique. Il faut vraiment tout notre vacarme supérieur pour ne pas nous apercevoir de l'omnipuissance de cet infinitésimal chuchoteur. Et en effet, c'est là-dessus que travaillent les guérisseurs et hypnotiseurs professionnels qui vous empêchent très bien de sentir la douleur, alors que l'on se mettrait normalement à hurler, ou qui vous font faire des choses impossibles et contraires à tous nos « tu ne peux pas ». Ils abolissent un instant ce mental physique. En fait, tous les médecins agissent sur ce mental physique, quelquefois pour guérir et le plus souvent pour fixer la maladie. Dans notre conscience supérieure, nous nous moquons et rions de cette caricature rabâcheuse et peureuse. Nous le mettons à la porte. Mais il reste en dessous, à tisser ces petites morts et ces petites maladies et ces petits accidents qui feront la grande mort tranquille et fixe une fois pour toutes. Il nous rattrape toujours au bout du compte. Il y a quelque chose dans la matière vivante qui aspire à la paix du minéral. Il y a une mémoire implacable qui nous ramène au début des âges. Peut-être à cette condition première de la matière où se trouve enfoui le suprême pouvoir dans ce qui semble être la suprême impuissance et la suprême immobilité dans le suprême mouvement des atomes. Si la mort des espèces est l'obstacle,
c'est qu'elle est la clé d'autre chose. Partout où il y a un mur, il y a l'autre côté du mur. Le seul obstacle, c'est de ne pas s'apercevoir du mur. Brièvement, nous donnerons quelques points de la traversée de mer dans cette ultime couche qui nous enveloppe étroitement et hermétiquement, et nous scelle, pourrait-on dire, dans notre manière humaine et mortelle. C'est ce que Mère appelait l'horrible chose. En fait, nous sommes enveloppés dans une quadruple trame superposée. La première, dont les mailles sont relativement lâches, celle du mental intellectuel. La seconde, dont les mailles sont déjà plus serrées et collantes, celle du mental émotif. Puis la trame compacte du mental sensoriel. Et enfin les mailles microscopiques du mental physique. Là-dessous, il y a le corps, c'est-à-dire un inconnu dont la réalité nous échappe complètement, parce que tout ce qui vient du corps, soi-disant, est dénaturé, faussé, et fabriqué vraiment par les 4 trames successives. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Les biologistes peuvent parler d'enzymes et de molécules d'ADN, mais c'est comme s'ils parlaient de la nature de l'homme au fond d'un donjon à perpétuité. Sortez-le du donjon et faites-le galoper au soleil. Et nous verrons si les petites molécules se comportent pareillement, et si toutes leurs lois ne sont pas seulement la loi du donjon. 54-103. Ils aimeraient mieux mourir et garder leurs habitudes que de vivre d'une façon immortelle et les perdre. 57-155. Je vous défie bien de transformer votre corps si votre mental ne l'est pas. Essayez un peu, qu'on voit. Vous ne pouvez pas remuer un doigt, dire un mot, marcher un pas, sans que le mental intervienne. Alors avec quel instrument voulez-vous transformer votre corps si votre mental n'est pas déjà transformé? 58-105. L'un des obstacles les plus sérieux est la légitimation que la conscience extérieure, ignorante et mensongère, la conscience ordinaire, donne à toutes les prétendues lois physiques, causes, effets et conséquences, et à tout ce que la science a découvert physiquement, matériellement. Tout cela est une réalité indiscutable dans la conscience, et c'est tellement automatique que c'est inconscient. Quand il s'agit de mouvements comme la colère, les désirs, etc., on reconnaît qu'ils ont tort et qu'ils doivent disparaître. Mais quand il est question des lois matérielles, du corps, par exemple, de ses besoins, de sa santé, de sa nourriture, et de toutes ces choses, elles ont une réalité concrète si solide, oui, le donjon, si compacte, si établi, que cela paraît absolument indiscutable. 61-173. Chacun est enfermé dans sa petite formation du mental le plus ordinaire, qui construit la vie de chaque jour, comme dans une prison étroite. 67-21-10. Et puis, il y a toutes ces vieilles choses qui viennent de l'atavisme humain. Être raisonnable, être prudent, être perspicace, prendre des précautions, être prévoyant. Oh, tout cela, qui est le tissu de l'équilibre humain ordinaire. C'est tellement sordide. Et toute la mentalisation des cellules.